Bonsoir à tous. Ce soir, je souhaitais aborder une nouvelle notion, toujours liée à l'intelligence. Donc, l'intitulé s'appelle Intelligence et folie. Alors, pour ma part, une bonne dose d'intelligence, c'est une folie passagère. La philosophie s'inscrit de tout temps avec cette notion d'entendement, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. On peut voir justement ces essais liés à l'entendement de David Hume et John Locke, ainsi que Leibniz. Alors nombreux sont les penseurs qui ont voulu se servir de la notion d'intelligence pour parfaire un paradigme de la pensée. Leur paradigme, leur courant de pensée, voire aussi Bergson, que j'ai déjà mentionné à multiples reprises, sur la pensée et le mouvement. Alors pour en revenir donc à l'intelligence et la folie, je me suis mis à relire justement l'éloge de la folie faite par Erasme, donc qui date de 1511, un livre génial, avec humour, un peu de cynisme, très intéressant, je vous le conseille vivement. Donc, qui a été écrit au XVIe siècle, au début du XVIe siècle. Donc pour en revenir, donc je me suis appuyé justement sur cette œuvre-là, en relisant l'éloge qu'Erasme fait de la folie. Alors la folie n'est pas seulement, ce qui est mentionné dans ce livre, une pathologie. Donc on peut voir aussi, j'ai ressorti un livre que j'ai lu, Le normal et le pathologique de Georges Canguilhem. Donc c'est plus un contemporain qui était médecin au tout début et qui a été docteur en philosophie. Donc il y a une approche très intéressante parce qu'il a justement cette double formation de médecin et de philosophe. Donc le normal et le pathologique, une grande œuvre pour moi. Et c'est sa thèse de philosophie là-dedans. Et ça se lit assez facilement et très intéressant. Voilà. Sinon, on prend le risque, en abordant le terme de folie et d'intelligence, on prend le risque de rentrer dans un discours normatif ou une maladie où tout s'effondre. Donc, Erasme démontre notamment que la folie a ses avantages et qu'elle amène à une différente vision de la vision et de la société. Que celle-ci peut plus s'entendre avec le monde de la normalité. Sénèque, donc un philosophe stoïcien du début de l'ère romaine, oppose la bonne intelligence, donc la bona mens en latin, à la démence, la dementia. Cependant, le terme de démence, pour ma part, est mal approprié à la folie, que nous avons évoqué plus haut. La démence s'inscrit dans un registre de sénilité, une folie liée à l'avènement et à l'approche d'un âge avancé. Donc, il n'y a pas de connotation maladive, pathologique, puisque c'est l'essence de la vie, qui amène justement à la sénilité, à la sénescence et à la mort. Donc ici, nous ne pouvons pas opposer la bonne intelligence à la démence mentionnée par Sénèque dans les lettres à Lucilius. Donc une grande œuvre à lire aussi quand on s'initie justement à la philosophie et qu'on ne sait pas par quoi commencer. Je vous conseille les lettres à Lucilius de Sénèque, voilà, ainsi qu'un autre stoïcien, Marc Aurèle, qui fut empereur et donc c'est les pensées pour moi-même. Et c'était le fils donc de l'empereur Adrien. Alors, de fait que la bonne intelligence n'implique pas forcément un état psychologique sain, ataraxique. Alors, la folie peut aller de pair avec la bona mens, comme je l'ai mentionné un peu plus haut, bonne intelligence. Nous avons vu un grand nombre d'artistes, de penseurs, la liste est presque non exhaustive, qui ont sombré dans la folie ou qui la possédaient a priori et qui ont créé, élaboré des choses surprenantes, voire démentielles. On peut citer Friedrich Nietzsche, Edgar Poe, Schumann, le compositeur,
Robert Schumann, pardon, Modeste Moussorgsky, donc c'était un compositeur russe qui composait et qui mêlait dans sa musique beaucoup de digressions. Donc on voit un petit peu des prémices d'une folie artistique. Dans tout ce que je viens de citer, était-ce là un génie démentiel ou un génie normatif? Ont-ils créé grâce à leur folie ou simplement grâce à leur génie? Tout pense à croire que les deux peuvent être liés. Alors pour reprendre le terme de Lucien de Samosate, donc qui a vécu entre 120 et 180 de notre ère, il utilise le terme morosophoi. Erasme reprend justement dans l'éloge de la folie cette notion de morosophoi. On voit bien la singularité de la folie et sa singularité dans le concept oxymorique du sage fou. C'est ce que signifie ce mot. Donc il y a une dualité des termes qui montre qu'on peut aller avec l'autre. En parlant des arts, dans un chapitre précédent, donc dans le chapitre 27 de l'éloge de la folie, Erasme insiste sur le fait que la folie est mère des arts. Nous pouvons citer, je vais vous citer une partie du texte. Alors, ouvrez les guillemets, parlons à présent des métiers. Comme les esprits ont-ils conçu et transmis tant de connaissances qui passent pour excellentes, sinon par soif de gloire. C'est à force de veille et de sueur que les hommes, en vérité extrêmement fous, ont cru acheter cette renommée qui est bien la plus vaine des choses. Vous n'en devez pas moins à la folie toutes les précieuses commodités de l'existence par lesquelles, ce qui est infiniment agréable, vous tirez parti de la folie d'autrui. Donc très intéressant à analyser, à méditer et éventuellement à relire si vous avez justement cet écrit d'Erasme donc sur l'éloge de la folie. Alors cette folie dotée d'une intelligence qui peut paraître atypique d'un point de vue de la normalité n'est cependant pas exempte d'une indépendance psychique, voire une autarcie intellectuelle, qui révèle un potentiel extraordinaire de ces êtres mentionnés ci-dessus. Voilà. Je mêlerai aussi, donc là c'est intelligence et folie, et intelligence et génie. Donc on peut repérer certains génies, comme j'ai pu le mentionner, certaines formes de folie. Alors comment décrire la folie? C'est aussi une notion subjective, quoi, donc créée par notre société, quoi. Donc en ce qui concerne les génies, donc les génies, bon, c'est notre société. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait qui l'art, les découvertes qu'ils ont trouvées, qui font d'eux des génies, parce que peut-être qu'il y avait des génies justement qui étaient cachés et qui ont découvert des choses, quoi. Donc je dirais que la découverte est mise sur un piédestal, mais finalement on se rend compte que beaucoup de chercheurs, de philosophes, de gens très doués étaient aussi dans l'ombre. Alors ça on n'a pas pu le vérifier, mais il faudrait le vérifier. Alors pour reprendre justement sur, là c'est une petite aparté donc sur les génies. Alors comme disait Jonathan Swift sur ses pensées sur divers sujets moraux, lorsqu'un vrai génie apparaît dans le monde, vous le reconnaissez à ce signe que tous les sots sont ligués contre lui. Très intéressant, avec une pointe d'humour et de cynisme. Une assertion swiftienne, ou je dirais gullivérienne, qui permet d'induire ce chapitre sur l'intelligence et génie. Malgré la forme emphatique de ses propos, Jonathan Swift n'a pas tort d'affirmer en filigrane que le génie est exclu par une société d'ignorants, d'ingénus. Cela se retrouve fort bien dans notre société actuelle. Les génies ont de tout temps été comme des êtres surnaturels, mystiques. Leur vision du monde n'est pas la même que celle du commun des mortels. Ils ont une vision, une approche universelle de ce qui les entoure, une vision encyclopédique, holistique je dirais, et heuristique, si bien qu'ils arrivent à s'adapter à différents domaines, comme l'art, l'écriture, la peinture, la musique, la mathématique, la botanique, la philosophie.
on a rencontré des nombreux, on les appelait les polymathes, comme par exemple Léonard de Vinci, qui était un polymathe qui arrivait à exceller dans beaucoup de domaines et à s'intéresser à beaucoup de domaines. D'où on peut faire le lien dans l'apprentissage et les connaissances entre telle discipline qui a peut-être aucun rapport avec une autre et qui permet de faire des liens, quoi. On pourrait parler d'intelligence absolue, même si ceci est un peu trop péremptoire, car aucun individu digne de ce nom ne peut tout maîtriser, sinon il arriverait à découvrir toutes les vérités de notre monde. Seulement ces génies, comme on les appelle, possèdent plusieurs intelligences relatives. Ils excellent dans différents domaines et la plupart du temps ils ont une connaissance encyclopédique, comme je l'ai dit. Et comme j'ai parlé de Léonard de Vinci, qui était considéré comme un polymathe, Polymathe, c'est-à-dire qu'il était pourvu d'une connaissance universelle sur un grand nombre de sujets et surtout une grande maîtrise de cela. C'est ça qui est important. C'est pas d'avoir une petite connaissance futile, il y avait une maîtrise dans différents sujets ou différents domaines d'études. Des génies connus, nous en connaissons ne serait-ce que de nom, il y en a eu pour n'en citer que quelques-uns, Aristote, Lucrèce, Cicéron, Galilée, Kepler, Descartes, Shakespeare, Copernic. La liste a été faite par moi, donc ça reste mon humble avis. Newton, Montaigne, Spinoza, Michel-Ange, Tesla, Mozart, Beethoven, Bach, Voltaire, Dostoïevski, Kant, Balzac, Flaubert, Napoléon, Leibniz, Jefferson, Edison, Schopenhauer, Melville, Darwin, Picasso, Bergson, Einstein, Nietzsche, Turing, Proust, Huxley, Hawking, Churchill, et j'en oublie beaucoup. Donc là on peut reconnaître dans la liste que j'ai faite, et pour revenir justement à la folie, que certains dont j'ai cité avaient quand même des troubles psychiatriques, ou j'irais pour atténuer le terme, des troubles psychologiques. Ils étaient peut-être un petit peu cyclotymiques, borderline ou bipolaires, comme par exemple Churchill ou d'autres mentionnés dans la liste. Il y aura surtout tout le temps des génies dignes de ce nom, je pense. On les repère moins facilement à travers notre société. Voilà, donc ces individus ont laissé des traces sur leurs œuvres, qu'elles soient pittoresques, pictorales, mathématiques, scientifiques, philosophiques, littéraires. Et tout semble à croire que finalement toutes ces œuvres ont un lien indéfectible, celui de la création de l'homo factum, donc qui veut dire l'homme ingénieur, donc qui dépasse l'homo faber, l'homo sapiens, de l'imagination créatrice, du sublime et du contemplatif. Il ne résonne pas seulement chez ces êtres dotés d'une intelligence nettement supérieure au commun des mortels, un quantum intellectuel, donc une quantité, mais aussi un qualitas intellectuel. Donc l'intellection, le grand niveau d'entendement ne résulte pas de la quantité assimilée, mais de la qualité aussi. C'est aussi, je parlerai aussi de qualité, pour revenir plus au cerveau, de la qualité des neurones. Donc c'est bien d'en posséder beaucoup, mais ce qui est important, c'est cette plasticité cérébrale qui fait que les connexions sont de plus en plus rapides et qu'il y a de plus en plus de connexions, comme des chemins de fer. Voilà. Je termine, je reprendrai, car j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, sur l'intelligence. Merci de m'avoir écouté. C'était la chaîne philosophique présentée par Nicolas Gugliotta. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mettre un petit j'aime si vous le souhaitez, ou des commentaires. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.